projet qui s'appelle Transcribus et qui permet, à force de transcription donc, de l'image du manuscrit et de la transcription par l'internaute, on peut évaluer, un peu comme une ossérisation du manuel, et donc on peut faire une automatisation de cette transcription. Donc il y a certaines archives qui ont commencé à être... oui, c'est deux idées différentes. Disons que ça, oui, mais on a besoin du premier pour faire le second, parce qu'on a besoin d'un certain nombre de tâches pour pouvoir aussi transcrire. Donc voilà, ce système-là, il se retrouve dans plusieurs bibliothèques aujourd'hui de transcription. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de l'accès au carnet de terrain de l'anthropologue, du géographe, en lien avec d'autres archives, pour pouvoir aussi... c'est dans le cadre du consortium archives des ethnologues de la TGIR Manu qu'on a monté ce programme. Et donc on a toute une série de... Là, les prochains carnets, ce sera ceux de Thérèse Rivière. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'était la sœur de Georges-Henri Rivière qui a créé le musée des arts et traditions populaires. Et Thérèse Rivière a fait des enquêtes avec Germaine Tillon. Germaine Tillon, ça vous dit peut-être plus. Non, mais en tout cas, ce sont des anthropologues qui, dans les années d'avant-guerre, sont partis dans le Haut-Atlas avec des magnétophones pour enregistrer, avec du matériel énorme, de femmes dans le Haut-Atlas. Et c'est vraiment, je pense, que ce sont des archives incroyables que celles de Thérèse Rivière. Malheureusement, elle a fini un peu psychiatrique, c'est un peu la Camille Claudel de l'anthropologie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un personnage incroyable. Germaine Tillon, voilà. Donc ça, c'est la transcription. Et puis, donc aussi les photographies. Donc, que faire aussi des photographies terrain. Donc, avec les photographies liées aux archives sonores, on les dépose sur Medial. Vous devez connaître HAL, les archives ouvertes. Donc, Medial, vous connaissez aussi. Donc il y a pas mal de chercheurs d'Amérique latine qui déposent leurs sources sur Medial, entre autres aussi, de données de terrain, parce qu'il y a un passage où il y a aussi les chercheurs d'Amérique latine qui travaillent, qui les déposent. Donc nous, on dépose aussi les photographies en lien avec les archives sur Medial. Et puis surtout, donc, on les éditorialise pour les valoriser sur les carnets de recherche. Donc sur hypothèse. Et donc c'est ce qui est vraiment ce qui permet une valorisation la plus dynamique, on va dire, puisque c'est vraiment aussi la conversation scientifique qui se met en route. Donc là, je montre, par exemple, on a mis en ligne un extrait sonore du Fonds Marsogast d'un chant collectif pour organiser les travaux au jardin dans le sud du Sahara. Et en fait, suite à ça, on a eu un retour d'un chercheur qui était spécialiste de la langue tamaak, ce qui n'était peut-être pas le chercheur du Sud, mais qui remet en jeu une information sur voilà, une façon de nommer le blé, justement. Et c'est vrai que voilà, pour nous, c'était intéressant de pouvoir documenter aussi cette information, d'amélioration de l'indexation, et ça c'est constant chez nous justement, surtout à travers le carnet de recherche, de pouvoir améliorer l'indexation de tous ces documents. En fait, on a besoin à chaque fois des chercheurs de terrain et de la communication entre eux, et puis ça peut être des formes de controverses, mais en tout cas qu'on peut constamment enrichir pour des archives. Voilà, et pour terminer avant de discuter, j'espère, je vais vous parler d'un réseau ibéro-américain qui vient de se créer sur la conservation numérique et qui est vraiment très présent sur la source orale, donc qui se préoccupe de ces questions-là. C'est vrai qu'en Amérique latine, par contre, bon, voilà, c'est très très riche tout ce qui existe autour de ces sources. Et puis les bibliothécaires et les archivistes sont les réseaux des bibliothécaires archivistes est très dynamique, donc il y a beaucoup de centres d'archives qui réfléchissent sur ces questions. Et je voulais vous juste terminer sur voilà, aussi un colloque que j'organise le 29 et le 30 mai à Beyrouth, où là aussi c'est pareil, Moyen-Orient, avec la question en particulier de la guerre en Syrie,
ces questionnements autour des sources sont des sources orales, audiovisuelles et produites sur Internet. Je ne sais pas si beaucoup travaillent sur les sources sur Internet. Personne travaille sur des sources web. Ils sont pas forcément là, mais le 8 mars, on a une demi-journée sur l'utilisation. Parce que ça, c'est aussi une complexité importante. Hein. Comment conserver ces données? Donc, vous parliez question des conflits et l'aboutissement des conflits peut faire qu'on retire les sources parce que voilà, les témoignages qui ont été faits pendant la guerre en Syrie, aujourd'hui, on ne souhaite plus qu'ils soient accessibles parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer maintenant que la guerre est terminée ou en cours, ou en fait en tout cas. Et donc, ça pose aussi la question de l'archivage. Là encore, la question de l'administration de la preuve. Donc, comment est-ce que vous conservez vos sources orales et audiovisuelles en fait, vous avez captées sur Internet et comment vous les conservez? Ça, c'est aussi quelque chose d'important, je crois, à se poser. Donc voilà, on se pose là aussi sur la question aussi au Liban, où on va dire les activistes de l'archive, qui sont aussi très présents en Amérique latine, agissent, archivent de différentes manières. Donc c'est là où justement la question sur laquelle je revenais constante de la contextualisation de l'archive et de sa mise en matière, en fait, de matérialité, elle est vraiment importante si on veut pouvoir comprendre comment on utilise ces archives pour un réusage. Voilà, donc ce que je voulais juste pour conclure ajouter, c'était donc les principes que je voulais, en tout cas, vous n'oubliez pas, même si vous n'êtes pas dans l'objectif de la mise à disposition, c'est quand même de garder l'intégrité des collections, de la comprendre et de la documenter, d'utiliser le plus possible des standards et des normes, de penser aux droits des informateurs, de ceux de demain aussi, et puis à contextualiser toujours voilà, vos archives. Et je vous ai mis un petit lien sur si vous vous lancez dans un programme ERC ou un projet européen ou une ANR, c'est aujourd'hui quand même des injonctions qui sont données. On les appelle les principes du FAIR. Donc les FAIR Archives, c'est principle. C'est vraiment l'idée que les données que vous produisez soient faciles à trouver, donc findable, qu'elles soient accessibles, qu'on puisse y accéder. Ça ne veut pas dire que tout soit en ligne, ça veut dire qu'on sache comment on y accède et pourquoi. Qu'elles soient interopérables, c'est-à-dire qu'elles puissent communiquer. Je crois que vous avez eu un séminaire avec, le premier séminaire avec Stéphane Pouillon. Voilà, donc vous savez ce qu'est l'interopérabilité. Et puis réutilisable, parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est-à-dire que toute cette science que vous produisez, ça soit enfin le moment d'une cumulativité de la science, qu'on puisse la réutiliser, et pour la réutiliser vraiment, il faut comprendre comment vous allez travailler. Alors bon, bien sûr, ça vous semble évident, vous avez tous votre première partie, vous avez votre méthodologie, mais chaque objet que vous avez collecté, que ce soit une enquête, un film, une archive, on a besoin de comprendre d'où elle vient, comment elle a été faite. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que vous avez des questions à me poser. Bon, merci beaucoup. On passe à cette question. C'est très riche. Je pense qu'on a tous des questions. Tu veux commencer, tu veux ouvrir la danse? Tu veux pas documenté en amont, plus ce sera facile. J'ai des fonds qui en plus ne méritaient vraiment pas l'anonymisation. Ils ont été tellement anonymisés que
ça devient même très difficile de consulter parce qu'on ne sait pas du tout qui parle. L'anonymisation peut vraiment être un problème de compréhension des fonds. Donc après, on peut conserver le fond comme exemple d'une méthode, mais finalement, les contenus ne sont pas toujours faciles à réutiliser. Le fait de diffuser, en fait, permet une énorme information autour de ces témoins. Bon, d'abord, les généalogistes cherchent toujours les noms de famille. Donc, si on a désanonymisé les noms ou qu'on a choisi de ne pas anonymiser, donc on va retrouver leurs noms. Et donc, ensuite, au-delà des généalogistes, on a aussi les gens qui, à des moments de leur vie, se recherchent. Donc, ça m'est arrivé, on va dire une trentaine de fois, d'avoir des témoins qui recherchent pour des commémorations funéraires, pour des situations soit personnelles, soit de communauté, des enregistrements. Donc là aussi, c'est des façons de se retrouver. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on crée des... Donc je vous donne toute une série donc là, je vous ai cité Greg, là, ça a été une étudiante de master qui l'a pris en compte dans son... C'était sur l'île de Sirossa,